Vous faites bien d'agrémenter votre soirée en restant à l'écoute de Radio Cotonou. Justement, en prenant le rendez-vous de Actu et Débat, nous recevons ce soir Nicolas Soquetin, il est journaliste. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Jules, bonsoir à tous. Nous porterons un regard sur la récente rencontre entre le gouvernement et l'opposition au sujet du fichier électoral et l'annonce d'une large consultation par l'opposition pour rallier toutes les forces politiques à cette cause. Ces différentes démarches présagent-ils d'élections générales et inclusives en 2026? Nous le verrons tout à l'heure avec nos invités. Période de fin d'année, l'exécutif est attentionné à tout ce qui concerne la sécurité des citoyens béninois. Plusieurs mesures ont été prises à cet effet, nous en parlerons. Nous aborderons également d'autres sujets au plan national et sur le continent, si le temps nous le permet. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Alors, pas de sentiment d'inquiétude à éprouver chez les populations face aux défis sécuritaires qui jalonnent la perspective des fêtes de fin d'année. Le gouvernement, je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, a annoncé des mesures de renforcement de la sécurité des populations pendant la période des fêtes de fin d'année 2024. Le porte-parole du gouvernement a expliqué la décision prise en Conseil des ministres sur l'émission Franc-Parler ce dimanche. C'était sur nos antennes. Les spécialistes disent que l'insécurité zéro n'existe pas. Mais chacun peut voir depuis 2016 que nous avons fait des pas de géant en ce qui concerne la garantie de la sécurité des personnes et des biens. Pour autant, nous ne sommes pas dupes ou nous ne sommes pas amenés à nous contenter des résultats parce que nous savons qu'il y a toujours des actes d'incivisme ou de grand banditisme qui peuvent se poser. Et que généralement, la période des fêtes de fin d'année est propice à ce genre d'actes. Donc nous renforçons les mesures qui existent actuellement pour que sur le terrain, il y ait davantage de présence des forces de la police républicaine appuyées par des agents de l'armée. Et que les voitures qui permettent de parcourir nos corridors, de faire les patrouilles, qu'on en mette davantage à la disposition des équipes pour cette période-là. Et donc, sur plusieurs semaines, avant et après les fêtes de fin d'année, cette opération elle va se dérouler sur l'ensemble du territoire national pour qu'on prévienne autant que possible les actes de grand banditisme ou qu'on puisse les éviter le cas échéant. Voilà, Wilfred Leandro Rungweji, porte-parole du gouvernement. Julien Kitty, bonsoir. Oui, bonsoir Bresbila Itidi, bonsoir à tous. Le gouvernement, véritablement soucieux de la sécurité des Béninois, surtout en cette période de fin d'année, des mesures sont prises à propos. C'est une initiative louable. Absolument, un gouvernement responsable choisit les moments de l'année pour étudier leurs caractéristiques et pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Beaucoup ne savent pas, par exemple, que quand vous lisez la Constitution du Bénin, c'est une obligation que de la même manière qu'un gouvernement doit s'occuper de la santé publique, c'est-à-dire veiller à ce que les Béninois puissent accéder aux soins de santé qu'il faut pour que ils puissent donc vivre bien et pouvoir contribuer au développement de leur famille et de la nation. C'est de la même manière qu'on doit s'occuper de leur sécurité et vous savez très bien que lorsque la fin d'année arrive, tout le monde est dans la fièvre de la fête. On a l'impression, et ça peut-être que ça vous fera rire, mais depuis que j'ai l'âge de la raison, j'ai constaté que même les hors-la-loi aussi choisissent de produire un regain d'activité. Donc, de la même manière, la police, la force publique doit pouvoir développer des plans spécifique pour la fin de l'année. Et quand on parle de sécurité, c'est sécurité liée donc aux personnes, à la circulation des personnes et des biens. C'est sécurité liée à la circulation sur les routes. C'est également des mesures pour que les populations elles-mêmes, qui ne sont pas des hors-la-loi, mais qui sont emportées ou engluées dans une sorte, excusez-moi, que les auditeurs m'en excusent, d'agitation qui ne s'explique pas. Et je l'ai dit il y a quelques jours ici,
j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas la tête sur les épaules, et lorsque on se rend compte que on se retrouve avec à rentrer dans la dernière ligne droite, le dernier mois de l'année, on commence déjà pas à faire le bilan dans sa tête, et nous avons dans notre culture nous faisons souvent cette erreur de nous focaliser beaucoup plus sur nos échecs que sur nos succès, ce qui nous déstabilise psychologiquement et nous déconcentre, et tout cela mis dans un package. C'est normal que le gouvernement prenne des mesures spécifiques, et c'est simplement de la responsabilité. Il faut saluer ça. Après, il faut vouloir que un gouvernement, c'est peu de personnes réunies au sommet de l'État autour du chef de l'État. Donc, ce sont des consignes qui sont données que d'autres personnes vont mettre en application. Il faut souhaiter que chacun, dans son périmètre d'influence, les instructions qu'on lui a données, il puisse les exécuter, les mettre en œuvre avec de l'intelligence, avec de l'humanisme, pour savoir que nous sommes tous les mêmes. Parce que lorsqu'on parle de sécurité, ce sont des forces de l'ordre qui vont beaucoup agir, c'est d'autres personnes pour les informations, mais souvent on assiste aussi à des abus. Mais comme on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, et il faut souhaiter simplement qu'en cassant les œufs, on ne fasse pas de casse dans la cuisine. Nicolas, ce sont des mesures attendues. Les périodes de fin d'année sont des périodes véritablement critiques, des périodes qui riment surtout avec insécurité dans les grandes villes. Oui, cela s'explique par ce que disait tout à l'heure Monsieur Jules, que on a l'impression, et ça c'est une vérité, que les braqueurs, en tout cas ceux qui ont décidé de mettre à mal la sécurité des autres, eux autres, ce n'est que les derniers mois de l'année. En tout cas, ils choisissent ces périodes-là justement pour davantage faire leur job, faire mal aux autres. Ici, la décision du gouvernement d'aller contre ces malfrats ou encore ces hommes qui mettent à mal nos sécurités, c'est de bon droit, c'est du devoir de tout gouvernement d'assurer la sécurité, comme le démontrait assez mon cher Jules, en estimant que tout comme il devrait assurer aussi la sécurité, la santé des citoyens, qu'ils assurent aussi la sécurité des uns et des autres. Mais il faut quand même souligner quelque chose qui me paraît, ma foi, très important, c'est que depuis l'arrivée au pouvoir du président Talon, on a réussi à contrer ce fléau, en tout cas le banditisme, jusqu'à un moment donné dans notre pays où vous pouvez, à cause d'un certain nombre de l'éclairage public qui a été réalisé, à cause des artères publiques qui sont aménagées, on peut, sur un certain nombre d'artères, faire constater quand même que là où peut-être même à 20h, 21h, on pouvait assister à des braquages où on vous enlève votre moto, en tout cas, on a eu à remarquer que ce n'est plus comme cela se faisait jusqu'à un bon moment, jusqu'à il y a quelques années en arrière. Donc on observait cette sécurité-là, notamment par exemple quand vous prenez la voie quittant le Sémé, Carrefour Sémé jusqu'à Porte-Novo, là où on appelle Ganviloko, à une certaine heure, vous pouviez pas passer par là. Mais aujourd'hui, en tout cas, depuis un bon moment, parce que c'est ce taxe-là, principalement, on nous a fait éviter ces genres de choses que nous avions l'habitude de vivre. Sauf que, d'un autre côté, il y a le grand banditisme je veux parler du terrorisme, qui nous frappe et qui a continué par nous frapper depuis quelques années en arrière. Et ça, c'est le gros souci que vit le pays. Et donc je ne sais pas si cette mesure que prend le gouvernement aujourd'hui pourra véritablement toucher ce point et faire peut-être reculer. C'est hors la loi de l'autre côté du septentrion. Ce sera le souhait, même si on sait déjà que malgré tout l'arsenal que le gouvernement déploie pour les forces de l'ordre ou encore les forces de défense,
on n'a pas pu faire véritablement grand-chose sur ce plan-là. Et là, c'est ma grosse interrogation. Est-ce que avec ces mesures, on pourra véritablement inquiéter ces hommes-là avec tout ce qu'ils nous font vivre depuis un bon moment au nord du Bénin? Alors, il n'y a pas de miracle à faire, Julian Kéti. Les forces de l'ordre ont leur partition à jouer. Les citoyens également. Quelle devra être la partition des citoyens? Mais les citoyens, c'est 2-3 petites choses à faire. La première, et la plus fondamentale, c'est la collaboration avec les forces de l'ordre. Et cela passe par les alertes. Donc, il faut que les citoyens donnent les informations dans le bon timing aux forces de l'ordre. Et cela suppose qu'il faut que les citoyens aient confiance aux forces de l'ordre. Malheureusement, l'actualité ne joue pas en la faveur de ce plaidoyer que je suis en train de faire, où on parle encore de bavures policières dans le septentrion avec mort d'hommes. Heureusement, la hiérarchie policière a pris des dispositions, est en train de sanctionner et communique autour, et ça rassure les populations de ce que ce ne sont que quelques brebis galeuses. Et ça existe dans toutes les corporations. Vous voyez, je renvoie mon analyse comparative au secteur de la santé, par exemple. Vous voyez, quand des médecins, des infirmiers, sages-femmes et autres agissent sur le corps humain, imaginez que un médecin qui veut faire une intervention chirurgicale fasse des erreurs ou se permette de s'amuser avec le corps de quelqu'un. Il s'agit de la vie. Quelqu'un peut mourir. Mais est-ce que pour autant, ses responsables lui avaient dit « amuse-toi avec le corps des gens ». Donc chacun vient à la profession qu'il exerce avec son éducation, avec ses humeurs, avec la gestion de ses émotions. Donc, il faut simplement que les populations évitent de regarder quelques cas de déviance, là, de dérapage, pour vivre une crise de confiance avec les forces de l'ordre. Parce que quand il y a la confiance, vous voyez, un citoyen peut observer des mouvements suspects, parce qu'un crime est toujours préparé quelque part. Et il y a toujours quelqu'un dans l'environnement qui observe quelque chose de bizarre, d'inhabituel. Et donc, que ce citoyen puisse habilement se rapprocher des forces de l'ordre et pouvoir donner l'information, quitte aux forces de l'ordre de le protéger, ce citoyen. C'est très, très important. Vous voyez, chacun a sa partition à jouer. Deuxième chose, en plus de donner l'information, que les populations elles-mêmes soient dans la prudence. La prudence suppose quoi? Les forces de l'ordre ne font pas qu'intervenir pour faire des thérapies de choc face aux actions des hors-la-loi. Il y a de l'information, de la sensibilisation qui est faite. Par exemple, on vous dit en fin d'année, vous avez des zones dans lesquelles, quand vous voulez circuler la nuit à une certaine heure, c'est toujours bien d'être en groupe. C'est toujours bien d'attendre, d'avoir la patience de se mettre ensemble. Moi, je vous ai souvent donné dans ce studio ici l'exemple de l'axe Comé-Grand Popo, Agoué, jusqu'à un certain niveau proche de la frontière Togo, où mais l'éclairage public pose problème. Surtout entre Comé et Grand Popo, vous avez une longue zone là où vous n'avez pas de lampadaire. Alors qu'il y a très peu de concessions au bord de la voie. Et l'histoire nous dit qu'il y a quand même des attaques qui se font à ce niveau, des attaques de bandits de grands chemins. Alors, qu'est-ce que moi j'ai observé étant régulier sur cet axe-là, à partir de ce qu'on appelle l'ancien Djonké à Comé, je vois beaucoup de véhicules qui s'arrêtent là, même des gens qui sont à moto, qui s'arrêtent et font des convois sans même les forces de l'ordre, parce que le hors-la-loi qui veut vous attaquer, lorsqu'il voit que vous êtes en groupe, son schéma devient plus compliqué. Vous déjouez son schéma. Et autant que faire se peut en période de fin d'année, si nous n'avons rien à faire dehors, franchement, soyons chez nous. Et de petits gestes du genre,
bien fermer son portail, bien fermer ses portes avant de se coucher, avoir, et ça peut vous paraître banal, et que chacun s'arrange pour avoir ne serait-ce que 100 francs, 200, 500 francs de crédit de communication téléphonique dans son téléphone pendant que vous vous couchez la nuit, parce que des attaques en fin d'année comme ça, parfois les gens viennent cogner à la porte des citoyens parce qu'on sait que vous avez des objets de valeur chez vous, on cogne, vous ouvrez, soit c'est prémédité pour vous éliminer, ou bien c'est pour non seulement vous éliminer, mais vous arracher des objets. Et quand vous observez des signes bizarres dans votre maison et que vous êtes encore dans votre chambre, prenez votre téléphone, prenez la peine, vous citoyens, de connaître les numéros des commissariats qui sont qui sont proches de vous. Vous voyez des gens, simplement, ça peut vous arriver, hein, vous et moi, si on ne fait pas attention à ça. Si vous habitez un quartier, si on pose la question à Brice Bill, Nicolas, Job et puis Patrice ici tout de suite, parmi nous déjà, on dit chacun n'a qu'à dire sur un coup de tête quel est le numéro de téléphone du commissariat le plus proche de son domicile, on peut se perdre. Alors que c'est des choses qu'on doit pouvoir noter et pouvoir le garder dans nos têtes. Il faut aussi que la police républicaine communique davantage là-dessus. Oui, absolument. Donc, la responsabilité est partagée. Donc, je sais, la police fait de la sensibilisation, mais il faut qu'on donne des moyens à la police d'en faire davantage. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, c'est peut-être une question de moyens pour ces personnes-là. Et puis, qu'on évite de dire, c'est la fin de l'année, on est content, il y en a aujourd'hui qui commencent par festoyer, à exagérer dans les fêtes, à oser, surtout au pays de mon ami Nicolas. On exagère, c'est presque tous les week-ends. Non, c'est le Bénin. Tant que, oui, c'est le Bénin, mais tant que vous gardez votre lucidité jusqu'à un niveau donné, vous voyez les risques que vous soyez victime, même d'une attaque. Quand vous êtes plus lucide, celui qui vous attaque la nuit, vous avez des réflexes plus faciles à faire que si vous-même déjà vous êtes dans un état où vous ne pouvez pas vous contrôler. Voilà donc ce que moi je peux dire. Les citoyens, voilà ce qu'ils ont fait. Donc ils ont à faire confiance aux forces de l'ordre, collaboration et puis prudence par soi-même, et puis quelques petites mesures pour pouvoir alerter quand c'est nécessaire. Et lorsque vous donnez, dans votre collaboration avec la police, avec les forces de l'ordre et de défense, vous n'avez pas satisfaction, vous avez l'impression qu'il y a de l'abus, il y a des numéros verts qui sont au niveau du ministère de l'Intérieur, qui sont au niveau de la présidence de la République, signalez ça, et je pense que c'est ce qu'ils ont à faire simplement. Et puis après qu'on a fini de faire tout ça, il faut, quelle que soit notre religion, c'est Nicolas qui n'aime pas qu'on dise Inch'Allah ou s'il plaît à Dieu. Oui, ben, la dernière phase de la sécurité, il faut implorer, nous sommes des êtres de chair et d'esprit. Prions également pour que la main de Dieu soit sur nous. Tout ce que je refusais, c'était une question de responsabilité. Non, moi, c'est pour vous taquiner. C'est pour exercer mon droit de responsabilité. Vous parliez, oui, allez-y. Non, mais mon problème, c'est par rapport à ce regain d'activité de malfrats que l'on observe aussi pendant cette période-là. Moi, je pense que c'est vrai, le ministre porte-parole du gouvernement, monsieur Léon Humbedi, a eu à le dire, l'insécurité zéro, l'insécurité zéro n'existe nulle part. Ça, c'est vrai. Pourtant, lorsque c'est de façon exponentielle, parce que j'ai eu à démontrer tout à l'heure que au départ au premier quinquennat du président Talon, on a eu à maîtriser un certain nombre de zones par un certain nombre d'actions qui ont permis une certaine sécurité sur un certain nombre d'axes routiers ou même dans certains quartiers qui étaient réputés être des quartiers de grands bandits. Mais il se fait que quelques années, depuis 1 an ou 2 ans, dans certaines régions de notre pays, les coupeurs de route ont repris de chemin, notamment dans le plateau, où on est même allé prendre le CV, on a kidnappé le CV du village, des motos arrachées que vous entendez chaque jour que Dieu fait, l'année dernière et cette année surtout, ce genre d'actes de malfrats ont repris de bons chemins. Moi, je pense que la question simple que le gouvernement devrait se poser d'abord, c'est pourquoi
avions-nous réussi à un moment donné? Bon, je ne sais pas si en temps on se dit soi-même qu'on a pu réussir. Parce que ça, c'est le constat du citoyen qui parle. Vous pensez qu'on a réussi à un moment donné? Oui, à un moment donné. Mais qu'il y a eu relâchement par la suite? Oui, qu'il y a eu relâchement. Et donc, quand il y a ça, parce que, au fait, quand j'ai déjà eu à dire cela ici, que lorsque l'insécurité va de façon grandissante dans un pays, je pense que la moindre chose que le gouvernant devrait se poser comme question, c'est pourquoi cela? Et on se rendra compte que certainement qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, pas seulement au niveau des forces de l'ordre, pas seulement au niveau de ce que les forces de défense et de sécurité devront faire, mais aussi surtout au niveau de la jeunesse qui, excusez-moi du peu, et ça je l'ai déjà dit ici une fois, de ce que la jeunesse de plus en plus reste désœuvrée, la jeunesse reste de plus en plus sans emploi fiable, stable, qui leur permet une meilleure vie, en tout cas un bien-être et un mieux-être acceptable. On a eu à nous dire... Et du coup, ils se mettent à se former au banditisme. Il y a des pillons sur lesquels, en fait, à mon avis, il faut agir. Il faut agir. L'éducation... Pas forcément... du matériel aux forces de l'ordre. Non, pas forcément ça, pas simplement ou seulement ça. Il y a l'éducation. Il faut mettre l'accent sur l'éducation, investir sur la formation des jeunes. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour que ceux-là puissent trouver quelque chose? Je dis ici que lorsque l'on est oisif, on est soumis à toute forme de vice. C'est de ça qu'il est question. Donc je disais, il fallait se poser cette question-là et voir aussi quelles sont les mesures sociales que l'on prenne pour accompagner la jeunesse, pour faire en sorte que, c'est-à-dire le bien-être et le mieux-être soit ce qui soit le plus partagé. Et là, avec les mesures sécuritaires au niveau des forces de l'ordre et de sécurité que vous enclenchez, je crois qu'on peut baisser drastiquement ou bien l'insécurité et réussir comme on en a eu à le faire. Parce qu'il faut le remarquer, au début du quinquennat de Talon, du président Talon, moi, sincèrement, il y a beaucoup de gens avec qui je discute qui ont dit que non, c'était pas, avant 2016, à Cotonou ici, il n'y a pas ce jour, vous n'entendez pas qu'on a arraché 2 motos, ou bien même, il y a même des gens qui affichent, font même des affiches qui déterminent combien de motos ils veulent arracher avant la fin de l'année. Et ça chante cela partout sur les réseaux sociaux. Mais depuis un bon moment, on n'entend plus ça. Mais dans des zones reculées où on avait réussi à maîtriser la chose, il y a eu du regain. Et là, il fallait se poser les vraies questions et prendre les mesures d'ordre sécuritaire, mais aussi d'ordre social pour l'emploi de la jeunesse, pour faire travailler cette jeunesse-là qui, malheureusement, depuis un bon moment, est désœuvrée. Merci, Nicolas Sopouete, on vous aura entendu. On parle politique maintenant, c'est le deuxième sujet. Le ministre de la Justice et de la Législation a reçu récemment les responsables du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition au Bénin au menu des échanges. L'audit du fichier électoral, une demande formulée par le Parti Les Démocrates lors d'une rencontre avec le chef de l'État en novembre 2023. Il a été question pour l'autorité ministérielle et ses hôtes de voir au cours de ces échanges comment formaliser cette demande dans les jours à venir. À sa suite, le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a annoncé à travers un communiqué une consultation des formations politiques en vue de leur implication effective dans le processus d'audit de la liste électorale. Julie Andre, peut-on enfin se réjouir du dialogue gouvernement-opposition qui semble prendre une tournure, je peux dire, constructive? Mais oui, il faut toujours commencer par quelque part. Et il faut saluer donc cette promptitude avec laquelle le gouvernement du président Patrice Talon a pris langue avec ce regroupement de quelques forces de l'opposition. Je dis quelques forces parce qu'elles ne sont pas toutes membres, en tout cas pas pour le moment, de ce cadre de concertation. Et j'ai pu entendre le ministre, le garde des Sceaux dire que ce sont les acteurs politiques de l'opposition qui avaient déjà souhaité rencontrer le chef de l'État au sujet, par exemple, de l'audit du fichier électoral.
Et que, vu qu'ils se sont donc mis en cas de concertation et ont exprimé cette envie-là de rencontrer le gouvernement, eh bien, le ministre de la Justice, qui est très bien dans son rôle, puisque c'est lui qui s'occupe des questions de législation, a pu les rencontrer. Et puis, le timing dans lequel ça a été fait, juste après, je crois, je ne sais pas si ça a fait 72 heures après, donc, la mise sur les fonds baptismaux de ce cadre de concertation avant que il y ait cette rencontre entre le ministre de la Justice et puis ce cadre de concertation. Mais bon, je pense que le cadre de concertation des forces de l'opposition lui-même, à sa naissance, a déjà commencé par enregistrer ces crises de croissance, et puis les leaders de ce cadre ont commencé par prendre la mesure des failles qu'on peut leur remarquer, parce que observez que pendant que le cadre était né, on n'avait pas parlé de large concertation avec les autres forces politiques, y compris les forces de la mouvance présidentielle. On était plutôt dans une dynamique va-t-en-guerre. On s'attendait à ce que il y ait maintenant un affrontement un peu plus fort, plus accentué entre les forces de la mouvance présidentielle et les forces politiques donc de l'opposition. J'ai compris que les tenants de ce cas de concertation des forces de l'opposition ont très tôt compris qu'il faut aller dans la discussion. Et en politique, les termes qu'on utilise, une fois encore, je parle de discours politique. Lorsque vous de plus en plus, moi j'observe que les gens font dans l'affrontement politique au lieu de faire dans l'adversité politique autour des idées. L'affrontement, on se dit, tout compte fait, je suis opposant, il est mouvancier, nous sommes appelés à être des ennemis, même s'il n'y a pas de sujet qui nous divise pour le moment. Alors que ça ne devrait pas être ça. C'est-à-dire que nous avons des gens qui sont au pouvoir, nous avons pour ambition de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Donc, nous trouvons leurs failles, nous en parlons à haute voix et nous disons en même temps comment si nous étions à leur place, on ferait mieux, de sorte à ce que la population puisse arbitrer et voir que nous avons une offre plus intéressante. C'est tout ce que ça signifie que d'être de l'opposition. Maintenant, observez que pendant qu'ils sont en train de parler de large concertation, c'est dans ce timing-là que un parti politique comme la Force Coripo Bénin émergent se plaint de ce que les gens veulent faire un audit du fichier électoral de façon exclusive. Voilà, donc c'est au sein de l'opposition déjà on crie à l'exclusion. Bon, alors, mon ami Nicolas... la réaction de la FCBE était en amont du communiqué. Oui, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Le communiqué est venu rassurer. Ça veut dire que le communiqué est venu rassurer. Alors que des voix s'étaient élevées. Nous-mêmes, on l'a dit dans ce studio que c'était quand même bizarre de ne pas avoir FCBE en même temps à la table de discussion. Et vous voyez, c'est un peu le mal de notre personnel politique. On est dans des querelles de coépouses, alors que les intérêts du peuple sont plus importants que ça. Vous voyez, on veut faire ce cadre de concertation-là. Moi, je vais être direct. Il y en a qui pensent que ça vous avez 30 secondes encore. Oui, il y en a qui pensent que ça devrait être une affaire où il y a le mastodonte, Yaïbouni qui est là, c'est démocrate, parce que là-bas, il y a des leaders majeurs aujourd'hui, alors qu'ils peuvent se déplacer comme des pions, les autres doivent graviter autour, mais parce qu'on chante que FCBE, non, c'est une opposition un peu trop proche de la mouvance présidentielle, il faut les exclure. Non, il faut en discuter. Une fois vous savez que vous êtes des opposants, et si vous laissez des failles à la place publique, les autres vont vous les exploiter contre vous. Il vaut mieux prendre le temps de bien se concerter, d'être ensemble. Maintenant, quand ils veulent parler de large concertation maintenant, ça veut dire quoi? Ils seront obligés d'appeler FCBE, de discuter avec FCBE. Sinon, s'ils ne savent pas faire, le gouvernement ou des experts internationaux, des organismes internationaux qui vont discuter autant avec FCBE que la mouvance, toutes les forces politiques du pays. Bon, finalement, ça veut dire que ce n'est plus une affaire d'opposition. Donc, tout compte fait, même si la démarche est bonne, il fallait éviter de la présenter
comme dans un langage de voilà un gouvernement qu'il faut suspecter, qui veut faire mal, et nous nous mettons ensemble pour lui dire ça ne va jamais se passer. Tout n'est pas du syndicalisme politique. Merci. Est-ce que toutes ces démarches sont l'expression, est-ce que ça augure d'une collaboration sur des questions importantes, sur des questions cruciales pour des élections générales apaisées et transparentes en 2026? Moi, ce que je lis plutôt à travers ce communiqué, on laisse transparaître à ce niveau la non, on ne parle pas que du communiqué, on parle d'abord de la démarche de l'autorité ministérielle en recevant toutes les forces, certaines forces politiques de l'opposition, et puis par la suite le communiqué émis. Non, mais on ne sait pas de quoi ils sont allés discuter, mais c'est certainement pour ma part, après avoir lu ce communiqué, je me dis que c'est tellement que le ministre a fait des propositions à savoir que le cadre de concertation soit élargi à bien d'autres forces politiques, au-delà même des forces de l'opposition. Et là, c'est pour ça que je dis que je lis à travers tout ceci une sorte de méfiance des uns envers les autres. C'est-à-dire que aussi bien au niveau de l'opposition, on est méfiant, on n'a pas confiance à ce que fait le gouvernement, aussi bien dans la mouvance, on n'a pas confiance à ce que veut aller faire l'opposition. Bon, pourtant, moi, je pense que à la rencontre du chef de l'État avec le parti Les Démocrates qui avait souhaité faire cet audit, je crois que le chef de l'État avait proposé qu'ils aillent chercher leurs experts. L'État sera capable ou à même de leur trouver les moyens d'aller faire le travail qu'ils ont à faire. Alors, moi, je me disais en ce moment-là que tout au moins, les partis de la mouvance, eux autres, ont confiance à ce que le gouvernement fait, et puis ne doutaient en aucune manière de ce qui a été fait, et par conséquent, ils n'ont rien à foutre avec ce que vous appelez audit. Et donc, moi, je me disais que c'est seulement l'opposition qui n'avait pas confiance en ce que le gouvernement fait. Le communiqué vous surprend, c'est ça? Oui, moi, ça me surprend. Donc, c'est une façon de rassurer tout le monde que ça sera fait de façon inclusive. Je suis d'accord. Bon, de façon inclusive, dans votre interrogation, même vous-même, vous avez semblé dire, ou bien vous avez même clairement dit, bon, mouvance et opposition vont d'abord déjà se mettre ensemble pour aller faire l'audit. Moi, je pense que c'était une question de problème de confiance que les opposants avaient, qui les avait amenés à faire cette demande-là. Alors, est-ce à dire qu'on estime que pour une certaine crédibilité, ça c'est une question que je pose, pour une certaine crédibilité de l'audit que va se réaliser les experts qui seront commis par les opposants, il faille forcément associer les mouvanciers. Et alors, où se trouve, est-ce que soi-même, on est en train de vouloir dire que... Moi, je trouve que c'est vous devriez, et ça, c'est pas pour vous en imposer, mais si vous étonnez de ce que on veuille que ça vienne du ministre garde des Sceaux ou des acteurs de l'opposition eux-mêmes qui se sont dit pour que ce que nous allons faire les partis d'opposition eux aussi, de la mouvance eux aussi ne se lèvent plus demain pour dire nous aussi on ne fait pas confiance aux résultats de ça et donc il faut recommencer. Vous devrez souhaiter vous réjouir plutôt de ce moi je pense plutôt que si les choses avaient été faites dans les règles de l'art, on ne s'inquiéterait de rien. À moins que après le résultat de l'audit, qu'on dit qu'on fasse une contre-expertise. Non, ça veut dire aussi que vous avez fait une interprétation au premier degré des propos tenus par le chef de l'État entre-temps. Lorsque le chef de l'État dit, si tant est que vous voulez de l'audit du fichier électoral, choisissez vos experts. Voilà. Non pas pour que ça devienne une affaire d'opposition. Non, c'est clair, c'est pas du tout. Un État responsable ne laisse pas ça aux mains de l'opposition pour dire choisissez vos experts. Quand les experts là vont dire, si vous savez si quand les experts là vont dire que c'est maintenant bien là, le gouvernement va prendre ça, financer, prendre ça et dire allez déposer. Les partis de la mouvance présidentielle ne sont pas des lèche-bottes il faut que tout le monde soit veilleur. Gouvernement. Les partis de la mouvance présidentielle vont aussi aux élections. Et ces partis politiques, au même titre que les partis de l'opposition, à mon avis, l'audit ne corrigera rien. À mon avis. Là, c'est encore plus grave. Non, l'audit ne corrigera rien. L'audit fera en sorte qu'on sache que ce qui avait été fait était
de bonne qualité. Oui, mais si l'audit révèle qu'il y a, si l'audit révèle qu'il y a des corrections à faire. Si l'audit révèle qu'il y avait un problème, Oui. il appartient toujours au gouvernement Oui. de le faire. Mais sous le regard des représentants de l'opposition et de la mouvance présidentielle aussi. Parce que c'est à croire que vous regardez les acteurs politiques de la mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle, Oui. au moins eux devraient avoir confiance en ce qui a été fait. C'est mon problème, ça. Mais ça n'empêche qu'au moment où on veut y retoucher... On les associe, Nicolas. L'âge concertation, je pense que ça devrait concerner le parti, la FCBE, qui revendiquait une sorte de participation à l'audit. Bon, que ce soit inclusif désormais et que tous les partis politiques se mettent ensemble pour aller auditer maintenant la liste. Moi, je ne trouve plus alors. C'est-à-dire que j'ai en tout cas un petit problème par rapport à ce désormais cadre de concertation. Parce que désormais, si ça devrait prendre en compte tous les partis politiques, y compris même de la mouvance, j'ai un petit problème. Non, c'est pas le cadre qui prend en compte tous les partis politiques, y compris de la mouvance. On dit l'âge concertation. Oui, mais ce n'est pas le cadre de concertation qui devient la salade mouvanceau oppositionnelle. Non, pas du tout. Non, je pense qu'il y aura... Et puis quand vous interrogez l'histoire politique de notre pays par rapport au fichier électoral, en fait, les choses se sont toujours faites de cette manière, mais avec des outils, des structures, des canaux différents. Lorsque vous avez le COS, l'EPI, il y avait toujours des représentants de différentes formations, sensibilités politiques qui étaient là. Il y avait donc la branche technique qui faisait le travail. Mais les acteurs politiques venaient pour regarder et chacun disait oui, bon, d'accord, nos intérêts sont pris en compte. Parce qu'en politique, on ne se fait pas confiance. Mais ici, il s'agit de gouvernement seul qui non, le gouvernement est là. Ça, il ne faut pas non plus, même si les partis de la mouvance présidentielle sont des partis qui soutiennent l'action du gouvernement, il ne faut pas non plus que nous commettions l'erreur de confondre le gouvernement et les partis de la mouvance présidentielle. Les partis politiques même de la mouvance présidentielle ont leurs intérêts politiciens qui ne sont pas dans l'exclusivité, qui ne sont pas exclusivement ceux du gouvernement. Ça se gère à l'interne. Non, attendez, non. C'est ça. Non, le peuple, ça je vous en prie. Je peux même vous faire, moi là, même en milieu partisan, je ne me permettrai pas de dire des choses comme ça. Même un parti politique qui soutient un gouvernement mordicus peut interpeller un gouvernement sur des questions données et à la place publique, par exemple au Parlement. D'accord, pour dire, moi je veux m'assurer que moi qui suis ton partisan, je dois être le premier à te dire, à être convaincu de ce que tu es en train de faire pour pouvoir le vendre. Alors, imaginez que, par exemple, on veuille faire l'audit du fichier électoral et que les partis politiques de la mouvance présidentielle, le ministre de la Justice, disent, bon, tout compte fait, comme vous soutenez déjà le gouvernement, ben, allez dormir, je vais parler avec les opposants, c'est eux qui en doutent. D'accord ? Alors, donc, lorsqu'on prend les experts, les partis de la mouvance présidentielle n'en disent rien, ils se disent le gouvernement parle à notre nom, alors que le gouvernement, en réalité, quand vous interrogez la Constitution, le gouvernement est là pour tout le monde. Le gouvernement est appelé même... vous comprenez bien de quoi je parle. Je dis que... Je crois que les explications de Jules sont claires. Je me dis que à mon avis... Le fichier électoral ne peut pas être laissé au maître de l'opposition pour l'audit. Il faut que tout le monde soit veilleur. Quand l'audit va être fait avec l'opposition seule, même si le gouvernement dit... L'expert qui vient faire l'audit travaille avec les techniciens qui ont déjà réalisé le fichier. Et ceux-là, c'est du ministère de l'Intérieur, c'est du gouvernement. Le gouvernement n'est pas égal. Le gouvernement n'est pas égal parti politique de la mouvance présidentielle. C'est ça. On va évoluer dans les échanges, Nicolas. J'aurais souhaité que ceux qui ont fait la demande, à qui on a donné l'autorisation d'aller faire, qu'ils commettent leurs experts et que les experts travaillent avec les techniciens qui ont déjà eu à réaliser le truc. Et puis, le résultat sort
Parce que moi, je me dis que sans les vous partis pouvez de la créer, réponse, vous pouvez voilà. créer C'est quelque ça, chose. On peut créer c'est comme quelque ça. chose. Quand eux vont S'il vous déposer plaît, leur s'il vous recours plaît. devant la Cour constitutionnelle, Non, on mais- va reprendre Ah, l'argent en fait- que l'État a en fait, donné. oui. Eux aussi vont dire... Non, mais en fait, moi, le ce que je me problème- demande, le problème- s'il vous plaît, c'est de Nicolas, dire l'opposition, votre- c'est de dire la votre mouvance qui va problème- faire, qui le va problème faire de l'audit. Nicolas est en train Il y de- a un expert commun que l'État finance, parce que c'est ce que le président Talon a dit. Mais- Que l'État Non, finance. il n'a pas dit Et- d'office et l'État. Là encore, nuançons. L'influence. Il dit, pour exprimer sa bonne foi, Oui. il l'État dit, est à vous attendez, mettre les moyens. attendez, Oui. si C'est même le vous président. n'avez, il a d'abord dit, Oui. vous pouvez, si vous n'avez pas les moyens pour le faire, Oui. Oui. l'État serait prêt à même mettre les moyens pour que ce soit fait, pour que vous soyez Il n'y a pas d'accord. Parce d'expert qu'un président de D'une la liste électorale au Attends. sein de l'opposition. Non, attendez. C'est un expert indépendant qui devrait aller se commettre. pour Oui, aller mais faire le travail. lorsqu'on veut Et faire, donc, on lorsqu'on devrait- veut faire un oui, audit, on devrait les laisser même quand faire. c'est la partie qui en doute, Oui. qui commet l'expert, Oui. d'accord? Vous L'expert- avez, attendez, vous parlez d'un expert indépendant. Ça veut dire que même la procédure pour choisir l'expert ne peut pas être laissée aux mains d'une partie. Bon, je suis d'accord qu'on peut. Donc c'est une aurait manière de parler. On aurait pu alors exiger cela de l'opposition. Oui, que mais- l'expert puisse être désigné de façon consensuelle. Nous allons poursuivre dans les échanges. C'est ce que je me demande. Nicolas, est-ce que vous avez l'impression, maintenant que le gouvernement a donné et prouvé sa bonne foi en acceptant l'audit du fichier électoral, que les ennuis liés à la transparence, à l'inclusion des élections générales sont réglés? Ou que reste-t-il selon vous? Non, pour ma foi, il faut d'abord que l'audit se réalise, qu'on ait les résultats de l'audit et qu'on s'assure qu'effectivement ce qui a été réalisé est sans problème. Et là, maintenant, on verra si par la suite le gouvernement davantage donnera sa confiance aux gens par les actes qu'ils poseront par la suite dans l'organisation même des élections. Parce qu'on sait que les échéances électorales passées, on sait comment on a trouvé des lois pour recaler X ou pour empêcher Y de ne pas participer à l'élection. Au sein même des partis politiques, on a eu à dire que telle personne n'est pas apte. On a demandé quasiment à des partis politiques d'aller changer carrément leur liste. On a vu comment ça s'est passé. C'est ça le problème. Mais au-delà de l'audit qui va se réaliser, on verra encore d'autres. Parce que ça là, je pense que c'est simplement pour que parce que cette liste électorale là, ce n'est pas seulement pour le président Talon, ce n'est pas seulement pour la mouvance qui est là aujourd'hui. C'est pour des générations et des générations. C'est un instrument pour le Bénin, oui. Donc, réaliser l'audit et s'assurer de son efficacité, de sa fiabilité. Sa fiabilité, je pense que c'est de bon augure pour tout le monde. C'est une façon de faire les choses dans une perspective de paix. Est-ce que c'est déjà OK, c'est déjà bon selon vous? Pour moi, ça ne suffit pas pour déjà évoquer une élection inclusive, une élection apaisée. Il faut ça quoi? ne suffit pas. Il faut quoi? Très rapidement. Oui, il faut que d'autre part, à l'approche des élections, on puisse poser des actes qui acceptent les dossiers des gens qui ce qu'on a eu à l'Assemblée nationale, qu'on a eu par l'Assemblée nationale voter des lois ou encore en cours d'élection changer des lois comme on a eu à vivre. Par le passé. Julien, 30 secondes. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, l'audit du fichier électoral pour qu'il y ait inclusion, transparence pour les élections générales de 2026? Sinon, que reste-t-il? Alors, les mots que vous avez alignés, quand vous les mettez dans le même sac ou quand vous les prenez séparément, constituent une quête permanente. On ne peut pas décréter la transparence totale. Elle est difficile à atteindre d'ailleurs. On ne peut pas décréter la crédibilité, la fiabilité et puis aussi le caractère exclusif d'une élection. On y travaille de façon permanente. Et y travailler, ce n'est pas que le gouvernement, y travailler, ce n'est pas que des partis d'un camp donné, c'est tout le monde. Il est déjà arrivé dans ce pays où on a vu des partis d'opposition demander à leurs militants de ne pas aller s'inscrire sur les listes électorales parce qu'ils sont contre le gouvernement en place. Et au dernier moment, ils réussissent à dire on nous accepte, on est candidat à cette élection-là. Alors qu'ils ont demandé à leurs partisans de ne pas aller s'inscrire sur les listes. Et finalement,
ils viennent contester les résultats. Donc ça veut dire que la responsabilité est partagée. Il faut que chacun joue sa partition au moment opportun. Moi, j'estime qu'il ne faut pas regarder le passé et être dans un doute sceptique qui finalement installe dans la tête des Béninois l'idée que ça va toujours mal se passer. Vous voyez, c'est le gouvernement que vous semblez soupçonner de vouloir instiguer l'adoption de lois chrysogènes. C'est ce même gouvernement qui on voit un cadre de concertation de forces de l'opposition se constituer. Quelques heures pratiquement après, le gouvernement reçoit les gens. Ça veut dire que le chef de l'État, ce qu'il avait dit, tout le monde a vu que le gouvernement a travaillé à ce que cette rencontre se tienne très vite. Justement, ça veut dire qu'il y a une bonne foi. Patrice Bédia a voulu nous raviver la mémoire sur ce que le gouvernement a dit. Sur cette rencontre, Patrice Talon, les forces politiques du Parti Les Démocrates. Pour que les Béninois, nos compatriotes, qu'ils soient dans un village, dans un hameau ou dans une petite ferme quelque part, dès lors que quelqu'un a quitté ce monde, qu'avant de l'inhumer, que nos parents, nos concitoyens aillent à l'arrondissement, à la mairie, pour déclarer la mort et avoir l'autorisation même d'inhumation. Si nous, les Béninois, commencent à faire ça, nous tous, nous aurons une liste électorale parfaite, qui tiendra compte au jour le jour des décès. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça reste, moi, mon objet de frustration. Et je n'arrête pas de dire, sensibilisons les gens. Parlons dans le bout, dire, attention, il faut déclarer les décès pour que notre état civil soit mis à jour au fur et à mesure. Ça, ce n'est pas technique. C'est nos habitudes. L'état d'évolution du pays de ses concitoyens. Et c'est pour ça qu'il est utile d'afficher la liste électorale. Bien que techniquement ce soit au point, nous avons maintenu qu'il faut systématiquement, avant chaque élection, afficher la liste électorale pour que s'il y a des omissions, les gens puissent s'y inscrire. Si quelqu'un constate que, mais tiens, mon père ne vit plus depuis hier, depuis 1 an, depuis 6 mois ou depuis hier, attention, je signale au personnel électoral que telle personne n'est plus vivante pour qu'on tienne compte de ça pour le radier de la liste électorale. Donc la mairie. Donc nous avons encore ce dispositif-là d'affichage qui permet aux citoyens dans les localités de procéder aux corrections nécessaires, même si l'outil technique est parfait, parce qu'en ce moment, ça ne dépend plus de l'outil technique, ça dépend de l'attitude de chacun de nos concitoyens. Et c'est le seul problème que nous avons aujourd'hui, le seul problème. Et je voudrais que les partis politiques, UP, BR, FCDE, démocrates, nous fassions de la sensibilisation partout pour dire, aujourd'hui, l'état civil est quelque chose, l'acte de naissance se fait automatiquement. Si quelqu'un est né à la maison ou n'importe où, il faut le déclarer pour qu'il soit pris en compte. Si quelqu'un décède, il faut déclarer le décès. Nous partageons en réalité cette information. Oui, Président, c'est pour dire que c'est le seul problème qui reste. Si nous voulons aller par la force, il faut faire ça. Mais si on ne veut pas, on va aller par la manière douce, sensibilisation, information, donner le temps aux Béninois d'adopter ce nouveau mode de vie moderne. Là, on va attendre. Donc, le problème des décès, c'est certaines personnes décédées qui vont figurer encore sur la liste électorale, ça va continuer pendant un temps. Mais, à charge de vos concitoyens, une fois qu'on affiche les listes, allez dire, il faut faire ça, ça, ça. C'est pour ça que quand on veut donner le taux de participation, nous avons tel nombre d'électeurs. Combien ont participé? Le taux de participation ne peut être qu'approximatif. Le problème, c'est également autre chose. Le chef de l'État a appelé, à l'époque, les Béninois à changer d'attitude, de mode de vie par rapport à la déclaration des naissances, à la déclaration des décès. Ben, vous voyez, je viens d'écouter le chef de l'État qui était allé plus loin que nous ne sommes en train de le situer maintenant. Il a posé le problème de développement que cela constitue. C'est-à-dire, dans nos compétences de vie courante, est-ce que nous avons ces réflexes-là qui permettent au bout d'un temps d'avoir déjà le travail de fiabilité d'une liste électorale mâchée jusqu'à 75%. Parce que chaque fois qu'on a élection,
les structures chargées donc de dépouiller, de dépoussiérer la liste électorale, c'est pour enlever les morts, à enlever les personnes qui n'ont pas encore l'âge de voter, mais qu'on s'est été empressé de mettre sur la liste. Et ça nous perd le temps. C'est simplement des situations de sous-développement. Mais qu'on dise qu'on travaille sur l'état civil, regardez ce que l'état civil est devenu aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé sur ces genres de questions. Il m'est arrivé dans un périmètre restreint, SOAVA pour ne pas le nommer, de conduire avec d'autres personnes des études sur l'état civil dans le cadre des activités d'une fondation. Les résultats qu'on a reversés à l'État après, Monsieur Goubedi qui a été responsable de l'ANIP pendant très longtemps au ministère de l'Intérieur, travaillait déjà sur ces questions-là. On a eu à travailler en collaboration avec lui. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ce que l'état civil est devenu, si depuis beaucoup d'années, on avait travaillé à ce niveau-là, jusqu'à ce niveau, vous allez voir, aujourd'hui maintenant, la liste électorale, ce n'est plus seulement ceux qui, on ne sait pas plus ça pour dire c'est ceux qui ont 18 ans et plus. Tout le monde est dans le fichier. Et à chaque élection, on voit des gens qui, entre deux élections, sont passés à la majorité. D'accord? Et c'est à partir de là qu'on sait, on peut dégager techniquement le nombre d'électeurs potentiels que nous avons. Mais le problème c'est quoi? Et le chef de l'État a parlé du taux de participation également. Lorsque vous avez systématiquement, avec tous les Béninois qui sont passés à la majorité, vous évaluez le nombre de personnes qu'on peut considérer comme électeurs, il faut aller se poser la question de savoir, sur cette liste-là, le nombre de personnes qui ont la carte d'électeur, qui sont décidées à aller voter. Si bien que quand vous regardez le taux de participation après, quand c'est calculé, c'est une question de statistiques, vous avez l'impression que c'est extrêmement bas, alors que c'est bas par rapport à la masse critique de personnes prises en compte. Mais si on veut aller loin, c'est avec ça qu'il faut le faire. Est-ce que nous étions en train de rigoler dans ce studio lorsque l'élément témoin passait? On se disait, quand on regarde le Béninois avec ses problèmes à lui, qui a perdu un parent, on lui dit il faut déclarer le décès. Il va dire, mais écoutez, moi j'ai les larmes aux yeux, j'ai mes problèmes, je ne sais même pas comment je vais inhumer mon parent. Il faut encore courir pour ça. Et pourtant, pour un pays qui veut aller loin, il faut que ça rentre. C'est pourquoi j'aime bien cette expression. C'est les spécialistes de la communication sociale qui enseignent ça. Les compétences de vie courante. C'est-à-dire que quand ça rentre dans vos habitudes, là, ce n'est plus comme une difficulté pour vous. Dès que vous perdez quelqu'un, mais nous courons beaucoup pour faire les cercueils. Nous courons beaucoup pour acheter les tissus. Mais on court très peu pour déclarer les naissances. Oui, mais je constate les décès. Donc, oui. Je pense qu'il faut le faire également quand on sait que ça va nous éviter beaucoup de choses. Ça va permettre que ce soit une contribution nous-mêmes au développement de notre pays. Parce que le développement ne se construit pas par le chef de l'État lui seul, ou bien les membres du gouvernement, ou les députés. Et ça aussi, c'est la partition des partis politiques, Nicolas. Non, ça c'est vrai, le chef de l'État a le rappelé. Et ça, je n'ai jamais dit. Au fait, le chef de l'État, en montrant sa bonne foi pour ce qu'il faut faire par rapport à l'épurement de cette liste. J'ai dit, c'est déjà un pas. Maintenant, on sait comment les calculs politiciens se font à la veille des élections. Je n'interpelle pas forcément seulement le chef de l'État. C'est une question de rapport de force. Pourquoi vous voulez un monde où les calculs politiciens Non, s'il vous plaît. On va pas les chercher à l'église. Non, s'il vous plaît. On a vu des décisions, de certaines institutions dans ce pays qui, visiblement, ne concordait pas avec l'inclusivité qui devrait caractériser une élection. Et donc, je dis que c'est déjà un pas d'accepter, ou encore de donner son accord pour qu'on aille vérifier la fiabilité de cette liste. Le chef de l'État a donné ce que chacun de nous pouvait faire pour apporter sa pierre à une construction de liste pour la suite, on soit vigilant. Ça, je suis d'accord. Maintenant, la suite des élections pour les élections générales, ça dépend encore du chef de l'État qui a, à ma foi, ça m'a mis sur encore ces partis politiques qui le soutiennent et à qui il doit dire un certain nombre de vérités. Et qui a les mêmes mis sur les partis qui sont en face des autres. Que chacun soit responsable et un chef d'État n'aura pas besoin de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Un chef de file de l'opposition n'aura pas besoin de dire à quelqu'un. La responsabilité. Ce sont des adultes plus pour que ça puisse être transparent, apaisé, sans aucun problème. C'est vrai que sans aucun problème, ce sera un peu difficile. Ce sera difficile. Avec moins de problèmes. Rapidement pour finir. Oui, il faudrait que le chef de l'État parle aux siens pour leur dire
attention, moi je suis vers la fin, laissez-moi partir en bon homme, laissez-moi partir tranquillement. Par la grande porte. Donc, ce sont les partis de la mouvance présidentielle qui créent le problème. Oui, Fin de l'actuel débat. C'est ce qu'il fallait laisser Nicolas dire. Julien C'est eux qui créent les problèmes. Nicolas Sokwete, qui était nos deux invités sur Actuel Débat de ce lundi, qui se referme. Actuel Débat prend fin. Merci à vous, chers amis auditeurs. À la participation technique, il y avait Patrice Bédia, Job Tikpe était à la prise de vue. Présentation, je suis Brice Bill Aïtedi. Bonsoir et à bientôt.